Une nouvelle ville s'est développée à Wichita, une ville sur roues. Derrière les stations-service et les centres commerciaux, des centaines de camping-cars abritent des familles qui autrefois avaient un appartement, un emploi et une stabilité. Aujourd'hui, elles luttent pour survivre à l'hiver sans électricité, sans toilette et sans logement légal. De l'extérieur, tout semble en ordre. À l'intérieur, c'est une urgence au ralenti. Regardez jusqu'au bout, car cette crise n'est pas pour demain. Elle est déjà là, s'étendant kilomètre après kilomètre dans les rues de Wichita. Quand les refuges disent non. Passez par n'importe quel parking Walmart du sud de Wichita après 22 heures et vous les verrez. Des camping-cars des années 90 et du début des années 2000. Des fourgons aménagés avec rideaux aux fenêtres. Des SUV remplis d'affaires du sol au plafond. Certains sont là depuis 8 heures. D'autres sont arrivés il y a à peine 30 minutes. Au matin, la plupart auront disparu, relogés dans un autre parking à l'autre bout de la ville, car rester au même endroit plus de 24 heures attire l'attention. Et l'attention, c'est la police. Et la police, c'est les contraventions, les remorquages et la perte du seul abri qui reste à ces familles. À Wichita, l'absence de véhicules n'est pas un choix de vie. C'est ce qui arrive lorsqu'on n'a pas les moyens de se payer un appartement et que les refuges d'urgence sont pleins. Sur les 691 personnes recensées comme sans-abri lors de la dernière enquête ponctuelle de Wichita, 188 n'avaient pas d'abri. Cela représente 27% de ces personnes qui dorment entièrement hors du système de refuge. Au sein de ce groupe, les personnes vivant en véhicule constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, bien que la ville ne les détaille pas séparément dans les décomptes officiels. Les travailleurs sociaux estiment qu'au moins 150 ménages vivent actuellement en permanence dans un véhicule, sans compter les familles qui se cachent, se garent dans des quartiers différents chaque nuit pour éviter d'être repérés, assurent la scolarisation de leurs enfants en mentant sur leur adresse et prient pour que personne ne le découvre. Il s'agit d'adultes célibataires qui représentent 60% de la population sans abri de Wichita. Il s'agit de familles avec enfants qui représentent 12% des personnes hébergées, mais qui sont de plus en plus souvent contraintes de se déplacer en voiture en raison des listes d'attente des refuges familiaux. Il s'agit des 111 personnes sans domicile fixe chronique qui sont sans logement stable depuis au moins 1 an et qui ont épuisé toutes les autres options. Il s'agit également des 142 anciens combattants, des 38 jeunes sortis du système de placement familial et des 64 seniors qui découvrent que la sécurité sociale ne prend plus en charge le loyer à Wichita. La population de Wichita est d'environ 397 000 habitants, près de 1700. 60 000 d'entre eux, soit environ 15%, vivent sous le seuil de pauvreté fédérale. Cela inclut les parents isolés travaillant à temps partiel tout en s'occupant des enfants, les personnes âgées vivant grâce aux prestations de sécurité sociale qui leur rapportent en moyenne 16 000 $ par an, et les ménages pauvres gagnant un peu plus que le salaire minimum du Kansas, soit 7,25 $. Lorsque l'on se situe dans cette tranche de revenus et qu'un appartement d'une chambre coûte en moyenne 950 $ par mois, le calcul est aberrant. 24% des ménages de Wichita sont surchargés de dépenses, ce qui signifie qu'ils consacrent plus de 30% de leurs revenus uniquement au logement. Pour ces familles, un seul choc financier peut déclencher une expulsion, et cette expulsion mène directement à la perte d'un véhicule. Des milliers de personnes vivent cette réalité ce soir. Contribuez à la rendre visible, abonnez-vous et faites partie de ceux qui refusent de détourner le regard. L'arithmétique de l'effondrement. Voici à quelle vitesse cela se produit. Le taux de vacance des logements locatifs à Wichita est actuellement de 4,7%. Cela signifie que la concurrence pour les logements disponibles est intense et les propriétaires peuvent exiger des codes de crédit élevés, une attestation de revenus 3 fois supérieure au loyer mensuel et des antécédents sans faille. Si vous avez été expulsé, la plupart des propriétaires ne prendront même pas en compte votre demande. Si vous travaillez au SMIC, vous ne pouvez pas prétendre à un appartement au prix du marché, car vos revenus n'atteignent pas le seuil. Vous êtes donc obligé de postuler pour un logement social, et la liste d'attente pour les bons Section 8 dans le comté de Sedgwick est de 2 ans. 2 ans. Que faire pendant 2 ans d'attente? Vous emménagez dans votre voiture. Vous achetez un RV d'occasion pour 3 000 $ et vous vous dites que c'est temporaire. Vous vous garez dans un parking Walmart parce que c'est légal pendant 24 heures, selon la loi du Kansas, et vous commencez à essayer d'économiser pour la caution et le premier mois de loyer. Sauf que c'est impossible quand on dépense 15 $ par jour en fast-food parce qu'on n'a pas de cuisine. C'est impossible quand on brûle un quart de réservoir d'essence chaque semaine juste en se déplaçant d'un parking à l'autre pour devancer les forces de l'ordre.
C'est impossible quand on vous coupe le téléphone parce que vous n'avez pas pu payer la facture et que vous manquez des appels d'employeurs potentiels. Le système censé vous aider à vous remettre sur pied est en fait conçu pour vous maintenir en mouvement, vous isoler et vous empêcher d'accéder aux services qui pourraient vous stabiliser. Le parc de logements abordables de Wichita se réduit depuis des années. Les promoteurs ne construisent pas de logements se louant moins de 800 $ par mois, faute de marge bénéficiaire. Les logements abordables existants sont rénovés et réévalués au prix du marché. La ville offre des incitations au développement de logements abordables, mais elles ne suffisent pas à compenser les pertes. Et si le groupe de travail de Wichita sur les sans-abri, créé en 2006, coordonne les services et analyse les lacunes des politiques, le problème fondamental demeure: il n'y a pas assez de logements abordables pour le nombre de personnes qui en ont besoin, et l'écart se creuse chaque année. Rejeté par un calendrier. Vous vivez désormais dans un véhicule et vous avez besoin d'un emplacement sûr et légal pour vous garer. Wichita compte une douzaine de parcs et terrains de camping RV dans la région métropolitaine. La plupart d'entre eux appliquent la règle des 10 ans d'utilisation des véhicules, sans exception. Cette politique visait à maintenir les standards esthétiques des complexes RV haut de gamme, garantissant que chaque véhicule du parc paraisse relativement neuf et bien entretenu. Mais c'est devenu une interdiction de fait pour les automobilistes à faible revenu, car les seuls RV qu'ils peuvent se permettre sont des modèles plus anciens, refusés à l'entrée uniquement en raison de leur date de fabrication. Imaginons que vous ayez acheté une Fleetwood Bounder de 2800 $. Le moteur tourne bien, les pneus sont neufs, l'intérieur est propre. Vous êtes prêt à payer le tarif journalier. Mais dès que vous arrivez à l'entrée et que le gérant vérifie votre numéro de série, on vous refuse l'entrée. Votre RV a 22 ans. Il ne répond pas aux normes. Il n'y a ni inspection, ni appel, ni recours. Vous êtes simplement refusé et renvoyé dans la rue pour trouver une autre solution. Les parcs de stationnement pour véhicules récréatifs qui n'appliquaient pas la règle d'âge facturent d'accord de 40 à 60 $ par nuit, soit 1200 à 1800 $ par mois. C'est plus cher que la plupart des appartements à Wichita, ce qui est insensé pour quelqu'un qui vit dans un parc de stationnement, précisément parce qu'il n'a pas les moyens de payer son loyer. Ces options sont donc exclues. Restent les parkings Walmart, où le règlement de l'entreprise autorise le stationnement 24h/24, mais où les gérants de magasins interdisent de plus en plus les nuitées. Restent les zones industrielles le long de l'Arkansas, sans éclairage, sans sécurité et sans toilettes. Restent les rues résidentielles où les voisins appellent la police dès qu'ils vous aperçoivent. Et chaque fois que vous vous garez quelque part, vous surveillez l'heure. 72 heures. C'est tout ce que vous avez avant de devoir déménager sous peine d'amende. La première contravention coûte 75 $, la deuxième, 250. La troisième infraction entraîne le remorquage de votre véhicule. Et une fois votre véhicule en fourrière, les frais commencent à 350 $, plus 35 $ par jour de stockage. Si vous ne parvenez pas à réunir cette somme dans les 30 jours, la ville peut légalement vendre votre véhicule pour récupérer les frais. Vous perdez votre maison, vos biens, tout. La machine du déplacement. Les contrôles ont considérablement renforcé leur application ces 2 dernières années. La police de Wichita a délivré plus de 900 contraventions pour stationnement illégal et stationnement de nuit en 2024, soit plus du double de 2022. Les opérations de ratissage ont lieu chaque semaine, généralement au petit matin, et ciblent les zones proches des services sociaux où les véhicules se concentrent naturellement, car c'est là que les gens peuvent se restaurer, se doucher et bénéficier d'une assistance médicale. Les agents qui effectuent ces opérations ne cherchent pas la cruauté. Ils appliquent les arrêtés municipaux visant à maintenir l'ordre public et à répondre aux plaintes des riverains. Mais il en résulte un cycle de déplacement constant qui empêche les automobilistes de se stabiliser. Et chaque déménagement vous éloigne des services qui pourraient réellement vous aider à sortir de l'itinérance. Les travailleurs sociaux de Centraide et des œuvres de charité catholique vous le diront. Ils tissent des liens avec les familles qui vivent dans un véhicule, traitent les demandes de logement, mettent les gens en contact avec des programmes d'aide au logement, puis un véritable ratissage se produit et ces familles disparaissent. Non pas parce qu'elles ont trouvé un logement, mais parce qu'elles ont été poussées vers la périphérie, où les services sociaux ne peuvent les atteindre. L'infrastructure que personne n'a construite. Vivre dans un véhicule, c'est vivre sans infrastructure. Pas d'eau courante, pas d'assainissement, pas d'électricité, pas de service postal. Wichita ne dispose d'aucun service public conçu pour répondre aux besoins essentiels des automobilistes. Cela signifie que les gens utilisent les toilettes des stations-service, les fast-foods et, dans certains cas, des seaux,
Cela signifie que les générateurs fonctionnaient de la nuit pour alimenter les radiateurs lorsque les températures de janvier descendent en dessous de zéro. Cela signifie que des rallonges sont branchées illégalement sur des prises extérieures, ce qui entraîne une augmentation des contraventions. Cela signifie qu'il est impossible de conserver l'insuline au réfrigérateur, de faire la lessive régulièrement et de recharger son téléphone de manière suffisamment fiable pour répondre aux offres d'emploi ou aux appels des gestionnaires de cas. Les conséquences sanitaires sont immédiates et graves. ComCare, l'autorité de santé comportementale du comté de Sedgwick, dispose d'un budget de 55 millions de dollars et a traité plus de 18 000 appels d'urgence en Binsectmus 2023. Cependant, les consultations externes ont une liste d'attente de 30 jours et les lits de traitement de la toxicomanie sont à 92% de leur capacité. Les personnes vivant dans un véhicule et confrontées à des problèmes de santé mentale ou d'addiction n'ont souvent nulle part où aller pour obtenir de l'aide. 55% des personnes sans abri de Wichita signalent de graves problèmes de santé comportementale. Mais l'accès aux soins nécessite une adresse stable, un moyen de transport régulier et la possibilité d'être présent au rendez-vous. Lorsque l'on vit dans un véhicule et que l'on déménage tous les 2 ou 3 jours, ces exigences deviennent des obstacles insurmontables. Sans adresse postale, impossible de renouveler son permis de conduire, impossible de demander des prestations sociales, impossible de passer une vérification d'antécédents, impossible de signer un bail, même en épargnant suffisamment pour un dépôt de garantie. Vous devenez invisible aux yeux des systèmes censés vous aider. Impossible d'inscrire vos enfants à l'école sans mentir. Impossible d'ouvrir un compte bancaire, ce qui signifie que vous payez des frais d'encaissement de chèques qui engloutissent 5% de chaque salaire. Impossible de voter, faute de justificatif de domicile. Le déficit d'infrastructures ne rend pas seulement la vie difficile. Il vous empêche de fonctionner comme citoyen et bloque toute voie vers la stabilité. L'infirmière qui ne peut plus se permettre de vivre ici. Laissez-moi vous montrer 3 exemples concrets. Sandra a 58 ans. Elle a travaillé comme aide-soignante dans une maison de retraite pendant 11 ans, gagnant 15 $ de l'heure. Lorsque son propriétaire a augmenté son loyer de 300 $ l'année dernière, elle n'a plus réussi à joindre les deux bouts. Elle a acheté une caravane à sellette, Jayco, de 2 400 $ pour 3 200 $ et a essayé d'entrer dans un parc de stationnement pour véhicules récréatifs. Aucun d'eux ne l'a refoulée parce que sa caravane avait 21 ans. Cela fait 8 mois qu'elle se gare à différents endroits autour de Wichita, changeant tous les 2 ou 3 jours pour ne pas dépasser la règle des 72 heures. Elle fait partie des 64 personnes âgées en situation de précarité résidentielle recensées par les équipes de terrain. L'hiver dernier, pendant ces nuits glaciales où les refuges ont atteint 110% de leur capacité, elle était dans sa caravane avec un chauffage au propane, priant pour qu'il ne tombe pas en panne. Elle travaille toujours. Elle essaie toujours d'économiser. Elle est épuisée. Marcus, 34 ans, est un ancien combattant. Il fait partie des 142 anciens combattants qui ont sollicité l'aide des services d'aide aux sans-abri de Wichita depuis 2021. De retour de mission avec un syndrome de stress post-traumatique, il a eu du mal à conserver un emploi stable pendant un certain temps. Il a été expulsé et avec une expulsion à son actif, aucun propriétaire ne voulait lui louer un logement. Il vit dans une Dodge Caravan de 2007 depuis 6 mois, stationnant principalement dans les zones industrielles près de Kellogg, car la police y est moins stricte. Il est mis en contact avec des services de proximité et est sur liste d'attente pour un logement de transition, mais l'attente moyenne est de 4 à 6 mois. En attendant, il est dans sa camionnette, essayant de rester discret, et gère des problèmes de santé mentale non traités, car le système de santé comportementale est débordé et il n'a pas la stabilité nécessaire pour suivre des séances de thérapie régulières. Et puis, il y a Jennifer. Elle a 24 ans, l'une des 38 jeunes adultes qui ont quitté le système de placement familial l'année dernière. À 18 ans, elle n'avait nulle part où aller. Aucun soutien familial, aucune éducation financière, aucune compétence professionnelle. Elle s'est retrouvée au volant d'une Honda CR-V de 1999, garée derrière des centres commerciaux et se déplaçant constamment. Il y a 6 mois, elle a entendu parler de Hope Street Alliance, la seule association à but non lucratif de Wichita proposant un programme de stationnement sécurisé. Elle a obtenu une place sur leur parking de l'église méthodiste Uni St. Mark. En 30 jours, elle avait une carte d'identité et un compte en banque. En 60 jours, elle était employée. En 90 jours, elle a emménagé dans un appartement grâce à l'aide au relogement rapide. Cela fait maintenant 4 mois qu'elle est logée de façon stable. Si Jennifer a réussi à s'en sortir et que Sandra et Marcus sont toujours en voiture,
c'est uniquement parce qu'elle a eu accès à 19 places de stationnement dans une église. Voilà, c'est toute la différence. Les 19 points qui prouvent que ça marche le programme de stationnement sécurisé de Hope Street Alliance à St. Mark's-des-Sœurs, 19 ménages véhiculés. Les participants bénéficient d'une place de parking attribuée, d'un accès aux toilettes 24h24 et 7h7, de douche et d'une laverie hebdomadaire, d'une gestion de dossiers sur place et, surtout, d'une adresse postale officielle. L'admission prend moins de 72 heures. En 30 jours, plus de 90% des participants obtiennent une pièce d'identité officielle. En 90 jours, 68% ont emménagé dans un logement stable. Et 89% des personnes qui quittent le programme pour un logement sont toujours logées 2 ans plus tard. Ce taux de rétention est exceptionnel et prouve qu'en fournissant des infrastructures de base et en supprimant les obstacles, les personnes se stabilisent rapidement. Mais 19 places ne suffisent pas à accueillir 150 ménages. Le calcul est frappant. Même avec un roulement parfait tous les 90 jours, ce programme ne peut accueillir que 76 familles par an. Les besoins sont au moins 2 fois plus importants actuellement, et ils ne cessent de croître. Wichita a besoin de 10 programmes de stationnement sécurisés supplémentaires immédiatement. Le modèle fonctionne, les données sont claires. Les principes du logement d'abord, suivis par ce programme, n'exigent pas la sobriété ni l'emploi au départ. Ils offrent un logement immédiat avec un accompagnement complet, et les participants travaillent avec des gestionnaires de cas pour gérer leurs problèmes de santé, d'emploi et de stabilité financière au fil du temps. Les premiers résultats à Wichita montrent une diminution des visites aux urgences et des incarcérations parmi les personnes inscrites au programme Logement d'abord. Ce programme coûte moins cher que de faire circuler les personnes aux urgences et résout réellement le problème au lieu de le gérer indéfiniment. Ce que San Diego a fait que Wichita n'a pas fait que San Diego gère des centres de triage des véhicules sur des terrains municipaux. Ces centres sont dotés d'espaces pavés avec sanitaires, bennes à ordures, éclairage, sécurité et branchements électriques. Chaque site accueille de 50 à 75 véhicules. Les gestionnaires de cas prennent en charge des dossiers de 25 ménages maximum, permettant un accompagnement personnalisé intensif. Les services comprennent des conseils en santé mentale, un traitement de la toxicomanie, des services de placement, une assistance juridique et des services d'orientation en matière de logement. Les participants peuvent y rester aussi longtemps que nécessaire, mais l'objectif est une transition vers un logement permanent dans les 6 mois. Que 83% des participants quittent le logement et la durée moyenne du séjour est de 4 mois. Le coût est d'environ 6 800 $ par ménage, de l'accueil à la signature du bail. Comparez cela aux dépenses actuelles de Wichita. Comcare a traité 18 000 appels d'urgence l'an dernier. Les services d'urgence soignent les occupants de véhicules pour épuisement dû à la chaleur en été et pour hypothermie en hiver. La police consacre des heures chaque semaine à des opérations de ratissage qui ne réduisent pas le sans-abrisme, mais le déplacent. Les tribunaux traitent les contraventions et les saisies. Le coût moyen par personne en situation d'itinérance chronique dans les services d'urgence s'élève à plus de 20 000 $ par an. Les héberger coûtent un tiers de ce montant et met fin à leur situation d'itinérance au lieu de la perpétuer. Wichita pourrait reproduire le modèle de San Diego en 90 jours. La ville possède des terrains vagues inoccupés. Il faudrait les paver. Installer des toilettes portatives et des postes de lavage des mains. Installer des éclairages et des clôtures. Embaucher des gestionnaires de cas. S'associer à des associations existantes pour des services complémentaires. 3 sites, desservant 150 foyers au total, pourraient être opérationnels d'ici l'été. Financez-les grâce à la subvention fédérale de 3,5 millions de dollars que le comté vient de recevoir pour un centre multi-agences, ou réaffecter une partie du budget de contrôle à des solutions efficaces. L'infrastructure est possible. Les voies de financement existent. Il ne manque que la volonté politique. Les changements de politique qui pourraient se produire demain. Premièrement, Wichita doit supprimer la règle des 10 ans pour les véhicules. La ville ne peut pas contraindre les parcs privés de véhicules récréatifs à modifier leur politique, mais elle peut créer des incitations. Offrir une subvention municipale à tout parc, qui passe de restrictions basées sur l'âge à des normes basées sur l'inspection. Si un véhicule récréatif passe avec succès une inspection de sécurité et d'habitabilité de base, il est admissible, quelle que soit sa date de fabrication. Les parcs peuvent facturer des frais d'inspection de 50 $ pour couvrir les coûts. Dans les 6 mois, cela pourrait ouvrir 200 places supplémentaires pour les occupants des véhicules actuellement bloqués. Deuxièmement, suspendez l'ordonnance imposant un stationnement de 72 heures pour les véhicules occupés dans les zones non résidentielles et commerciales.
Laisser les gens stationner légalement dans les zones industrielles sans harcèlement constant. Réorienter les agents actuellement en charge des contrôles vers des missions de proximité, en collaborant avec des associations pour mettre en relation les occupants de véhicules avec les services au lieu de les déplacer. L'application de la loi ne réduit pas le nombre de sans-abri. Les données le prouvent. Elle rend simplement le problème plus difficile à mesurer et à résoudre. Troisièmement, il faut intensifier rapidement les programmes de prévention. Le groupe de travail municipal sur le sans-abrisme, qui coordonne les services depuis 2006, doit donner la priorité au maintien des personnes au logement, avant qu'elles ne se retrouvent coincées dans un véhicule. Une aide au loyer d'urgence et des subventions pour les arriérés de factures de services publics peuvent empêcher les expulsions de familles au bord du gouffre. L'aide juridique permet de contester les pratiques de logement injustes. La prévention est bien plus rentable que les interventions en matière d'hébergement ou de relogement. Pour chaque dollar investi dans la prévention du sans-abrisme, les villes économisent 3 à 5 dollars en services d'urgence à terme. Quatrièmement, intégrer les services de santé au logement. Actuellement, ComCare et les cliniques communautaires fonctionnent en vase clos. Les patients doivent faire la navette entre les cabinets, attendre des semaines pour obtenir un rendez-vous et se conformer à des critères d'admissibilité complexes. Wichita devrait investir dans des unités de santé mobiles, dotées d'équipes pluridisciplinaires qui dispensent des soins directement dans des parkings, des refuges et des campements sécurisés. Des systèmes d'accueil coordonnés et des plateformes de données partagées garantiraient un suivi fluide des patients, au lieu de passer entre les mailles du filet des agences. La crise des RV à Wichita n'est pas invisible, elle est ignorée. Si vous l'avez constaté dans votre ville, laissez un commentaire ci-dessous. Votre histoire compte. Et si vous pensez que chacun mérite un chez-soi, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.